Bonjour, chers adhérents de la Villa Marie, médiathèque de Fréjus. Nous nous retrouverons pour une nouvelle pause philo avec Béatrice Reiss. Je rappelle pour les personnes qui ne me connaissent pas que je suis présidente des Amis de langue française et que j'interviens donc chaque mois à la Villa Marie pour traiter d'un sujet. Aujourd'hui, nous avons choisi un sujet un peu particulier, celui de la distanciation sociale, pour voir un petit peu de quoi il en retourne, puisque on nous parle sans arrêt de cette notion. Qu'est-ce qu'elle recouvre exactement ? Eh bien, chers amis de Mosaïque FM et aussi de la Villa Marie, vous me connaissez, vous savez que j'ai choisi toujours des sujets un petit peu, j'allais dire, d'actualité. C'est ma vision de voir les choses. Et cette expression distanciation sociale, eh bien, j'avoue qu'elle m'a posé question. Et j'aimerais donc en discuter aujourd'hui avec vous. Alors, elle s'est imposée en fait durant la crise de la Covid-19 sans que personne finalement n'en remette en cause le concept. Et pourtant, d'autres expressions comme distance sanitaire ou distance d'hygiène auraient pu fonctionner également. Or, rien d'autre n'a été proposé. Les médias ont unanimement repris le terme. Origine de ce terme, eh bien, l'origine, elle peut être trouvée dans le fait que cette expression appartient à un vocabulaire officiel imposé par l'OMS, donc l'Office mondial de la santé, dès 2006. En effet, on trouve trace de cette orientation langagière dès 2006 dans différents articles qui évoquent la manière de se comporter face à une crise sanitaire de grande ampleur. Un premier exemple se trouve sous la plume de Charles Gilbert dans un texte de l'Express du 2 mars 2006 à propos de la grippe aviaire, intitulé « On ne se touche plus ». Alors, selon les experts de l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, cette maladie pourrait atteindre plus de 1 milliard d'individus, nous disait-on à l'époque, donc en 2006, dans le monde et laisser les autorités démunies devant l'épidémie. Oui, les stocks de médicaments antiviraux étant insuffisants et les premiers vaccins contre la nouvelle maladie prêts au mieux dans 4 ou 6 mois, nous disait-on. La seule arme immédiatement disponible pour ralentir ce fléau s'appelle la distanciation sociale. Cette expression, donc, est définie dans les codes de procédure d'urgence recommandés par l'OMS. Toutes les mesures de quarantaine sont définies ainsi, qui visent à diminuer au maximum les contacts physiques entre les individus. Interdiction des manifestations et des réunions publiques, restriction des déplacements dans les transports en commun, port du masque obligatoire. Donc l'OMS a instauré il y a 15 ans déjà cette distanciation sociale comme réponse face à un fléau mondial. Alors bien sûr, la gouvernance de l'OMS repose sur une standardisation de l'accès à l'information. Wikipédia, entre autres acteurs locaux et gouvernementaux de la diffusion de l'information et de la divulgation des traductions, a créé sa page Social Distancing en mai 2009. Et la page française est beaucoup plus récente, mais liée à son double anglais par le moteur d'équivalence linguistique de la plateforme encyclopédique. Constatons que les stratégies de communication déployées durant le confinement obéissent à une sorte de référence syntaxique aisément identifiable. Reprise en masse par les gouvernants et les organismes de santé, cette expression de distanciation sociale est-elle pertinente ? Ou bien le résultat d'une traduction malheureuse de l'expression anglo-saxonne ? La langue française va faire l'exégèse de la qualité, là où la langue américaine, anglo-saxonne, se focalise sur la description du réel. Donc déjà un décalage. Alors, l'imaginaire mathématique de la distanciation, on peut en parler grâce à un anthropologue américain, Edward T. Hall, donc H-A-2-L. Aujourd'hui, tout se compte, nous dit-il, les humains,
leurs relations, leur nombre de likes, de j'aime, ce petit pouce que l'on voit, leur nombre de mètres parcourus aussi. Selon l'approche donc développée il y a quelques années par cet anthropologue dans son ouvrage intitulé « La dimension cachée », la distance métrique serait liée à la distance relationnelle. Donc la typologie de Hall se découpe en 4 univers complémentaires. Il nous rappelle la distance intime, qui est celle des échanges physiques, moins de 45 cm, la distance personnelle, qui est celle de la conversation, entre 45 cm et 1,25 m, la distance sociale, qui est celle des amis et des collègues, entre 1,25 m et 3,60 m, et la distance publique, qui est celle de la prise de parole en public, au-delà de 3,60 m. Comment nous sommes devenus des Américains? C'est le sous-titre de l'ouvrage de Régis Debray intitulé « Civilisation », qui défend l'idée d'une hégémonie culturelle américaine. D'un point de vue linguistique, l'expression « distanciation physique » semble être davantage appropriée, car l'absence de contact physique ne signifie pas forcément une mort sociale. Les réseaux sociaux, numériques et téléphoniques servent de relais. Pourquoi donc ne pas parler de distance plutôt que de distanciation? Aussi, l'utilisation de l'expression « distanciation sociale » reste problématique. Et puis, il s'agit de la consonance de cette expression avec une autre, beaucoup plus répandue dans l'imaginaire français, celle de la distinction sociale. Lorsqu'on traduit les mots d'une autre langue, eh bien, on prend le risque d'éveiller un imaginaire collectif différent. Et en effet, le mot distanciation est rattaché, de par sa résonance et sa phonétique, au mot distinction, utilisé pour évoquer les phénomènes de totale ségrégation culturelle. On retrouve cette notion, par exemple, chez Dumasdier, Loisirs et culture, en 1966 déjà. Alors, on peut aussi aborder cette notion de distanciation avec l'éclairage de la tendance à l'ennui. La notion de distanciation sociale, elle fait d'abord écho à une notion beaucoup plus ancienne qui l'a précédée, celle de fracture sociale. On trouve cette expression lors de l'élection de François Mitterrand en 1981, dans une tribune publiée par une douzaine de députés parue dans les pages débats du Monde du 11 décembre 1990. Donc, écoutons, donc je cite cet article. « Et notre société se brise d'une redoutable fracture sociale. » On retrouve aussi cette notion de fracture sociale lors d'un colloque mené par Jean-Pierre Chevènement, intitulé justement « La fracture sociale », comme le rapporte Patrick Jureau dans les pages du Monde du 19 mai 1992. Donc déjà, à cette époque, on met l'accent sur la mise à distance en société qui s'oppose aux valeurs traditionnelles de l'accueil et du bon voisinage, qui transforme radicalement le rapport à l'autre. À ce titre, la distanciation peut être l'arme individuelle de la fracture globale. La question, bien sûr, que l'on peut se poser, c'est va-t-on assister à l'émergence d'une politique profondément subversive? En effet, la distanciation sociale préservera-t-elle l'amour de l'autre dans le respect commun? Les personnes très enclines à s'ennuyer, parce que justement c'est aussi un élément important à étudier aujourd'hui, c'est cette étude qui a été faite, cette recherche qui a été faite par des psychologues américains qui nous disent que les personnes très enclines à s'ennuyer, eh bien, elles sont également plus susceptibles de croire que la pandémie de Covid-19 est un canular. L'étude ne permet pas de déterminer si elles pensent réellement ou si elles endossent cette croyance pour justifier leur non-respect des consignes de distanciation sociale.
Les chercheurs concluent que ces résultats indiquent que la tendance à l'ennui est un facteur important à prendre en compte pour encourager l'adhésion à l'isolement social. Voilà, cette dimension qui est à prendre en compte. Elle est telle d'ailleurs. On peut se poser également la question de l'obligation du port du masque, qui soustrait une partie du visage de l'interlocuteur. Alors que nous savons que la communication passe pour une grande partie par l'expression non verbale, le sourire notamment. On peut cependant rencontrer autrui, même masqué, dans ce qu'il ne montre pas, mais à condition de lui accorder un peu plus d'attention. Alors, bien sûr, on peut se poser cette question, une prise de conscience de cette immense tâche de reconstruction et de réorganisation des modes dits modernes de production et de consommation. Nous allons y revenir sur ces modes dits modernes de production et de consommation, qui sont donc nos modes à nous. Je citerai André Comte-Sponville qui souligne « Le masque est une contrainte nécessaire, même si je le porte en pestant. C'est par discipline citoyenne et aussi par solidarité. » En effet, se protéger, c'est protéger les autres. Montaigne, qui a connu la peste, nous rappelle que la vulnérabilité n'a pas commencé avec la Covid-19. La mort fait partie de la condition humaine. Et Montaigne, eh bien, c'est le penseur de la vulnérabilité, de la fragilité et de l'amour de la vie. Aimer la vie suppose qu'on accepte la mort. Bien sûr, nous pouvons aussi rechercher vers nos professeurs de philosophie morale et politique contemporains, par exemple Marc Undiadi, qui nous dit il y a là un paradoxe. Les individus réputés libres et démocratiques dans notre société actuelle sont prisonniers, en fait, dans les fers des modes de vie qui sont hors de contrôle et qui imposent des attentes de comportement durable. Alors, bien sûr, des attentes de comportement durable, on peut citer avoir un travail, être consommateur, s'intégrer au monde technologique, au monde administratif, au monde économique, auquel donc les individus réputés libres et démocratiques doivent globalement s'adapter. Eh bien, ce paradoxe démocratique, chers auditeurs, je vous demande d'y réfléchir parce qu'en fait, il est renforcé par un paradoxe éthique. Et en effet, c'est au moment où l'on assiste à une véritable inflation éthique. Alors, de quelle manière ? Eh bien, par la multiplication des comités, chartes, conseils, règlements, labels éthiques en tout genre, tous censés protéger les droits individuels, que les modes de vie, donc, que je viens de vous citer, sont de plus en plus contraignants et étendent leur emprise sur les individus. Donc, en conclusion, pour cette pause philo sur les distanciations sociales, eh bien, la question que je poserais, c'est l'éthique ne servirait donc pas à critiquer les modes de vie, mais à les accompagner dans leur marche triomphale. Eh bien, c'est à nous, en fait, d'enrayer cette démarche, d'essayer, en tout cas, et c'est notre défi éthique et politique majeur de notre temps. Merci de votre attention. À bientôt.